le ministère, entre Eto'o et les journalistes, entre Eto'o et la Terre entière. Nous en profiterons pour également élargir un peu la question camerounaise avec ce débat. Le Cameroun est-il ou est-elle la meilleure sélection africaine de tous les temps? Hamza, déjà, il fait la moue. On en parlera tout à l'heure. Et pour y répondre, en toute objectivité, bien sûr, on a avec nous Edith Giscard-Nono, journaliste camerounais, qui est de retour dans l'After Afrique. Edith Giscard, bonjour. Salut Gilbert, salut à tout le monde, et salut également aux nombreux éditeurs de l'After. Très bien. Bon, je ne sais pas pourquoi, je connais déjà ta réponse sur cette question. Eh ben, tu vas être surpris, Gilbert, je te préviens. Très bien. C'est objectif, moi. Oui, je compte sur toi. Ça, ce sera tout à l'heure, mais tout de suite, c'est parti pour le Chan. Avec Total Energy, vibrons ensemble sur RMC. Bon, désolé, le Cameroun n'a pas été foutu de se qualifier, donc on va pas parler du Cameroun, au Chan. Bravo les gars. En revanche, l'Algérie et la République démocratique du Congo sont ou étaient au Chan. La RDC n'a pas passé la phase de poule. L'Algérie est qualifiée pour les quarts finales, on va en parler. On a avec nous Jericho qui participe au Super Compte X, joueur congolais. Jericho, bonjour. Bonjour à tous. Merci bonjour d'être à tous avec les nous. auditeurs. Merci pour l'invitation. Et Mehdi de DZ Foot est également avec nous. DZ Foot, évidemment, qui est le média de référence sur le foot algérien. Salut Mehdi. Salut Gilbert, salut tout le monde. Bon, Hamza, on a les affiches des quarts de finale du Chan. Alors pour ceux qui nous écoutent, que laisse pas le Chan, s'il y en a, je rappelle que c'est une compétition réservée aux joueurs jouant en Afrique. Donc quand par exemple l'Algérie se déplace au Chan, ce ne sont que des joueurs qui jouent dans des clubs algériens qui participent au Chan, contrairement à la CAN. Je rappelle également que cette compète sert désormais traditionnellement un peu de baroud d'entraînement à des pays qui reçoivent la CAN ensuite. C'est pour ça que là, on est dans les 3 pays qui vont recevoir la prochaine CAN après le Maroc, Ouganda, Tanzanie, Kenya, dans des grands stades d'ailleurs. Là-dessus, sur l'organisation, ça a l'air de plutôt rouler avant qu'on parle des quarts de finale. Hamza, oui, ça a l'air de rouler, d'autant plus qu'on avait offert quelques mois supplémentaires, notamment parce que le Kenya avait pas mal de retard. Là, manifestement, c'est plutôt prometteur à les 2 ans de la prochaine CAN. Donc, il y a encore le temps de peaufiner les derniers détails. Jericho, Mehdi, vous n'avez pas eu écho de soucis logistiques, soucis de stade, d'organisation? Si. Vas-y, Mehdi. Bon, les terrains globalement ils sont plutôt pas mal, mais il y a eu quelques soucis quand même d'organisation au niveau des entrées, de bousculades, de gens qui forcent les barrages pour entrer dans les stades. Donc ça va vraiment falloir travailler sur ça, parce qu'ils n'ont pas l'habitude justement de recevoir ce type de compétition. Mais voilà, pour le reste, bon, on est en Afrique, on a l'habitude. Il y a beaucoup de pays qui ont plus l'habitude de ça et qui ont quand même eu des mauvaises organisations. Donc on va être un peu gentil avec eux. Jericho, tu veux dire un truc là-dessus ou... Oui, à peu près la même chose. Je ne vais pas paraphraser, mais c'est vrai qu'il y a eu quelques soucis au niveau des entrées des supporters. Moi, c'est les échos qu'on a pu avoir concernant justement les grosses influences qu'il y a eu. Nous, on a la chance d'avoir une grosse communauté congolaise, notamment au Kenya. Donc les stades étaient pleins, mais les supporters arrivent en retard parce qu'aux abords du stade, au niveau de la sécurité, au niveau de l'accès à l'enceinte, c'était un petit peu plus compliqué à ce niveau. Mais voilà, ça reste quand même un détail assez mineur comparé à l'organisation globale qui pour le moment est pas mal. Bon, stade plein, c'est déjà pour un Chan pas mal parce que moi j'ai vu des Chans, notamment un Chan au Rwanda où j'étais présent, c'était stade vide, quasi vide. Bon. En fait, le fait qu'il y ait 3 pays organisateurs, 3 pays hôtes, ça augmente un petit peu l'audience, on va dire. C'est dans chaque pays, quand l'Ouganda, le Kenya ou la Tanzanie jouent, forcément c'est plein. Mais d'ailleurs, quand il n'y avait pas le pays hôte, c'était plutôt vide généralement. Et puis là, tu as un stade à Kampala en Ouganda, tu en as 2 à Nairobi. Et en Tanzanie, tu as Dar el Salem et Zanzibar qui sont assez proches. Donc ça, on parle en termes de regroupement géographique au sein même des pays, c'est plutôt malin. Déjà, même pour la CAN, il faut rappeler que les stades ne sont pas tout le temps pleins. Donc, qui plus est rarement plein, pour dire la vérité. Qui plus est pour le Chan, où il n'y a même pas essentiellement des footballeurs professionnels. Donc, les Africains ont pour habitude d'être présents dans les stades parce qu'ils veulent voir des stars. Ils ne s'attendent pas à voir aussi uniquement que des footballeurs amateurs. C'est aussi un paramètre qu'il faut prendre en compte.
Bon, moi j'estime qu'on devrait ouvrir les stades gratuitement. Déjà, ouais, sur une base, ouais. Pour remplir, mais enfin bon bref, je sais pas pourquoi le foot africain ne peut pas faire ça. Et puis un autre débat aussi autour du CHAN. Est-ce qu'on doit élargir à l'intégralité des joueurs africains évoluant en Afrique ou seulement aux joueurs africains évoluant au pays même? Tu prenais l'exemple de l'Algérie. Est-ce qu'à terme, je pense que c'est l'évolution Algérien naturelle qui joue en Tunisie. Égypte par exemple. Ouais. Est-ce qu'il doit participer à cette compétition? Ça c'est, je pense qu'on y arrivera à terme, non, mais C'est bébête de leur part de n'y En avoir fait, ça a pas été pensé. voté. Hein. Vas-y Mehdi. Non, mais ça a été voté. Ce qui est Mais bizarre, pas pour c'est que cette ça a CAN. été voté dans un congrès. En fait, ça a été voté dans un congrès de la CAF et toujours pas appliqué. Moi, j'avais demandé justement à Majid Bouguera, qui est sélectionneur d'Algérie. Alors, où est-ce qu'on en est? Il me dit, je sais pas. Je lui Ah. dis, parce que lui, il voulait justement... il voulait prendre, parce que l'Algérie a été Belaïli, rappelée, par comme exemple. plusieurs autres pays. Bon. Bah oui, Belaïli ou d'autres joueurs qui jouent en Égypte. En Égypte. Voilà, on a des joueurs en Tunisie et en Égypte qui peuvent justement compléter, mais il ne savait pas jusqu'au dernier moment, donc il a dû se contenter des joueurs qui jouent en Algérie. ça a été voté, je crois, en fin d'année dernière, mais effectivement, on ne sait pas quand ça entrera en vigueur. Donc peut-être pour le prochain CHAN, mais Exactement. c'est assez étonnant. Mais je pense qu'il pourrait également. Ou si ça rentrera en vigueur. Je pense qu'il Oui. il pourrait aussi avoir des réflexions sur, avec l'idée selon laquelle le CHAN peut avoir dans une liste de 40 ou de 30 de certaines sélections, ceux qui ne font pas partie des 23 ou quoi que ce soit, eux ils pourront participer au CHAN. Je pense que ça pourrait relever aussi la compétition. Bien sûr. Bon, parlons un peu de la compète. Ouais, vas-y Mehdi. Non, l'idée au départ, c'était quand même de valoriser les championnats locaux et de pousser justement à investir dans les championnats locaux. Mais c'est vrai que ajouter 2 ou 3 joueurs qui jouent dans d'autres pays d'Afrique, ça peut être faisable. On va parler du parcours de la RDC dans quelques instants, du parcours de l'Algérie. Et puis on va se poser de cette question un peu plus globale. Est-ce que finalement le CHAN a encore aujourd'hui un réel intérêt? On a déjà commencé un peu le débat, on le continue dans quelques instants. Tableau des quarts de finale. L'Ouganda affrontera le Sénégal À domicile. à domicile. Le vainqueur de ce match jouera contre le vainqueur de Tanzanie-Maroc, Et la Tanzanie jouera aussi à domicile. qui pour moi est un peu le choc quand même de ces quarts de finale, parce que la Tanzanie ils sont plutôt pas mal. Et dans l'autre partie de tableau, le Soudan affrontera l'Algérie et le vainqueur de ce match affrontera le vainqueur de Kenya-Madagascar. Kenya aussi à domicile. Voilà Quart de pour les affiches des quarts de finale. Alors on a souvent des pays parfois un peu surprenants au CHAN, puisqu'évidemment les cartes sont rebattues, comme vous l'avez bien compris. Bon, si on devait définir un peu un favori là pour la suite, qu'est-ce que vous diriez, les gars? Moi, j'attends beaucoup du Soudan-Algérie, mais plus dans l'optique aussi de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. On rappelle que le Soudan est dans la poule de l'Algérie. Alors, si on prend l'effectif, on n'est pas totalement sur l'équipe A du Soudan du côté de ce CHAN, mais ça fait partie de ces curiosités, évidemment, que l'on a envie de suivre. Et puis, dans un second temps, un pays qui a beaucoup performé dans cette compétition, c'est le Maroc, double vainqueur. J'ai bien envie de voir aussi ce que ça donnera face à un pays qui est surprenant, enfin surprenant je sais pas, mais qui séduit depuis le début de la compétition, en l'occurrence la Tanzanie. Mais bon, moi, je fais partie de ceux qui pensent que le CHAN, c'est une compétition qui favorise les pays du Maghreb. Dans ce sens que ce sont les pays qui ont un suivi en termes de formation. Et ceux qui sont valorisés pour des compétitions comme celle-là, c'est effectivement des joueurs qui ont des formations conséquentes. Les pays d'Afrique subsaharienne, malheureusement, ce n'est pas le cas. On a des joueurs qui ont énormément de talent, mais la formation n'est pas celle-là. Ou bien elle est un peu limitée pour des raisons que l'on sait, effectivement. Donc, pour moi, les sélections du Maghreb sont des sélections qui sont toujours favoris. Toi, tu dis Algérie-Maroc. Bon, si tu regardes le palmarès du CHAN depuis sa création, c'est plutôt réparti entre... La RDC aussi. La RDC a gagné 2 fois. Ouais. Le Sénégal est ouais. le tenant du titre. Et la Tunisie a gagné en 2011. La Libye a gagné également. Donc, bon, c'est assez réparti de façon assez équitable. Je ne sais pas si les pays maghrébins ont vraiment cet avantage, parce que c'est ce que l'on disait il y a 2-3 minutes justement avec ce règlement du CHAN. Finalement, aujourd'hui, les meilleurs joueurs qui évoluent dans les pays, que ce soit au Maghreb, que ce soit en Afrique subsaharienne, en Afrique de l'Ouest ou même en Afrique australe, finalement, ils ne sont pas voués, ils ne sont pas amenés à rester dans leur pays. Ils sont plutôt amenés à s'exporter au plus vite. Donc, par exemple, les meilleurs joueurs sénégalais, je pense à Lamine Camara, si on prend l'exemple de Lamine Camara qui aujourd'hui est en Ligue 1 à l'AS Monaco. Et le CHAN n'est pas une compétition qui permet l'exportation des joueurs. Bah, justement, est-ce le but ou est-ce le but justement
d'amener quelques talents, de leur donner une visibilité sur la scène continentale et peut-être les amener un peu plus loin. Les recruteurs ont cette analyse qui consiste à dire que ceux qui sont au Chan, c'est des joueurs qui explosent tardivement, qui peut-être ne vont pas exploser. Quand on voit les nouveaux talents qui sont en Europe qui arrivent, les Baleba et compagnie, ils ne sont jamais passés par cette compétition. Aujourd'hui, les recruteurs, partis jeunes, voilà, les recruteurs aujourd'hui cherchent des joueurs qui ont entre 15 et 17 ans. 18 ans maximum. Et au Chan, tu n'as pas ce type de joueur. Jericho veut dire un mot, je crois. Non, Mehdi, Oui, enfin, je vais laisser Mehdi parler. Vas-y, Mehdi, alors. Peut-être pour compléter ce qu'il disait tout à l'heure, c'est vrai que les championnats des pays d'Afrique du Nord, ils sont plus compétitifs que les championnats d'Afrique subsaharienne. Il y a une époque, on parlait tout à l'heure du Congo, parce que c'est l'époque où le TP Mazembe était une grande équipe et qui dominait l'Afrique. Donc, du coup, ils avaient les joueurs. L'AS Vita aussi. Pour le Sénégal, c'est vrai que le Sénégal fait partie de ces pays d'Afrique de l'Ouest où les jeunes partent très jeunes, à 16-14 ans, les meilleurs talents partent en Europe. Mais le Sénégal, on l'a vu, ils ont gagné le dernier CHAN. Ils avaient un joueur qui avait 15 ans, qui était, je crois, meilleur joueur de ça. Donc il y a quand même des joueurs, quand ils font appel à des jeunes joueurs vraiment talentueux, des pays comme le Sénégal peuvent s'imposer dans ce CHAN. Bon, il y a quand même un championnat, enfin il y a 2 gros clubs en Tanzanie désormais. Il y a 2 beaux clubs au Soudan, il y a les clubs sud-africains. Oui. Enfin, il n'y a pas. Je parlais surtout d'Afrique de l'Ouest. C'est vrai que je parlais beaucoup d'Afrique de l'Ouest. C'est vrai que le cas de la Tanzanie avec les nouveaux, avec les deux clubs, les Young Africans et Simba, et le Soudan qui est aussi un cas particulier. On parlait tout à l'heure d'Algérie et de Soudan. Il y a 3 joueurs. Et puis on n'a pas cité l'Égypte également. Alors l'Égypte, c'est particulier. L'Égypte n'a jamais disputé le championnat d'Afrique des Nations parce que c'est une compétition qui n'intéresse pas forcément l'Égypte. Ils ont disputé le barrage. Pour la première fois, ils ont disputé le barrage il y a quelques semaines. Ils ont trop le boulard, les Égyptiens, en fait. Ils veulent pas le faire. Ils ont dit non, c'est pas pour nous, quoi. C'est vrai que quand on voit aujourd'hui la sélection, le vivier de la sélection A, il y a pas mal de joueurs. Pas forcément chez les meilleurs joueurs qui évoluent, évidemment on les connaît en Europe, mais si on prend les joueurs entre 7, 8 au niveau de la hiérarchie et les 23, il y en a beaucoup qui évoluent en Égypte. Peut-être qu'eux n'y voient pas forcément d'intérêt. En tout cas, pour la première fois, ils ont disputé le barrage. Ils pourraient avoir une belle équipe quand même. Effectivement, ils ont disputé le barrage il y a quelques semaines qu'ils ont perdu, je crois, face à l'Afrique du Sud, si je me trompe. Jericho, si tu devais dégager un favori, là, tu dirais qui pour la suite de la compète? Alors moi, je me méfie assez de l'Algérie. J'ai pu voir leur match, j'aime beaucoup ce qu'elle propose et j'aime bien aussi la manière dont le football algérien actuellement est en train de se développer. Même si la Tanzanie également est en train de faire pareil avec un très bon projet au niveau de son football local. Mais oui, je sais que tout le monde va un peu se ruer sur le Maroc, mais moi j'ai plus mettre une pièce sur l'Algérie. Et forcément, après tout le monde l'attend, mais une demi-finale entre le Maroc et l'Algérie, ça c'est clairement ce que je veux voir. Moi, c'est possible en finale. C'est possible en finale. C'est finale. Ouais. J'avais compris demi-finale. Ouais. Alors une finale, alors ce sera encore pire. Une finale Algérie-Maroc, tu veux les problèmes, quoi. Non, mais je veux voir même l'affrontement entre les deux équipes, parce que pour moi, c'est les deux équipes qui sont les plus intéressantes sur ce que j'ai vu dans ce tournoi-là. Donc déjà, sportivement, après, forcément, il y a tout le contexte entre les deux nations, on va pas y revenir. Mais je trouve que ce serait vraiment quelque chose qui serait intéressant, une belle histoire à raconter pour ce CHAN-là, qui malheureusement, de ce que je peux voir, n'attire pas forcément les foules tant que ça, au moins au niveau de la diffusion télé. Bein retransmet chez nous les quelques gros matchs, pas tous. Oui, mais c'est pas tous. Ouais. Et puis même les gros matchs, vous regardez, ça se bouscule pas pour les regarder. Voilà, même nous au Congo, on a eu la chance par le passé, un passé qui maintenant est très lointain, de gagner 2 fois cette compétition, mais au niveau des supporters, on se bouscule pas trop pour regarder cette compétition. Ça passionne pas plus que ça, quoi. Voilà, donc une finale Algérie-Maroc, je trouve que ça pourrait permettre de raconter une petite histoire autour de ce tournoi-là et de le revaloriser un petit peu. Mehdi, du finale Algérie-Maroc, tu prends? Oui, en tant que média, oui, je prends, forcément, ça va forcément faire du bruit. Mais là, franchement, pour le moment, ce que j'ai vu, c'est Sénégal, Soudan, c'est plus les équipes qui m'ont plus impressionné. Le Maroc, un peu moins, c'était pas. Oui, moi je suis assez d'accord avec toi. Et moi j'ai été agréablement surpris par la Tanzanie aussi, quand même. J'ai pas trop regardé la Tanzanie, je te mentirais pas. Mais pour ce que j'ai vu, mais bon, ils ont l'avantage, la Tanzanie, justement, de jouer encore à domicile. Donc ça peut jouer dans un tournoi, de jouer à domicile. Mais pour le moment, moi, j'ai vu surtout le Sénégal, le Soudan. Il faudrait qu'on s'inquiète un petit peu, nous, pour ce quart de finale, parce que c'est pas évident comme équipe. Jericho nous disait que comment dirais-je, il n'y avait pas de passion plus que ça autour de cette compète au niveau des supporters congolais. En Algérie, on suit de près ou pas trop? On suit assez parce que justement
Majid Bouguera a quand même fait de belles choses. Il était finaliste du dernier CHAN. Il a gagné la Coupe arabe avec, on va dire, un peu ce même type de joueurs, majoritairement des joueurs qui jouent en Algérie. D'ailleurs, c'est beaucoup de joueurs qui sont encore dans cette sélection, dans Marius en attaque. Donc, il est quand même suivi parce qu'il fait de belles choses et même les gens envisagent la suite. Hein. Pourquoi pas ce que Bouguera pourrait devenir sélectionneur par la suite et ce qu'il propose. Pareil, on a vu de belles choses, hein, franchement, dans cette compétition. Moi, je n'étais pas forcément très convaincu par les joueurs qu'il a pris, notamment au milieu, mais franchement, il y avait vraiment de belles choses. On a vu de belles séquences de jeu. Il y a des manques, c'est pas parfait. Il y a d'ailleurs parfois il y a eu des crispations un petit peu lors du troisième match. On a vu l'équipe un peu perdre un peu pied, mais globalement, franchement, tactiquement, c'est intéressant. Et il y a même techniquement, il y a de belles choses. Oui, lors du dernier CHAN, le meilleur joueur algérien avait profité du CHAN pour partir et il joue aujourd'hui en Russie. Hein, ouais. Pas de bêtises. Oui, Brésil, oui. Il avait des options au Portugal, mais ça paye moins bien que la Russie, hein, donc c'est pour ça qu'il est parti là-bas. C'est plus ça qui fait que. Le projet sportif. Mais sinon, je pense que. Voilà, exactement. Mais ça, on est en plein dedans. C'est l'époque qui veut ça. Tu sais, on en parle un peu en souriant, mais finalement, je trouve que cette compétition, pour revenir au débat autour du CHAN, cette compétition, elle a plus permis à des talents qui se sont révélés lors d'un CHAN d'aller dans les pays du Golfe ou en Chine. Je pense à Ayoub Al-Kaabi qui, après son CHAN exceptionnel en 2018, a choisi justement l'aspect financier en allant en Chine. C'est pas une critique, hein, c'est juste un constat. Plutôt que d'apporter justement les joueurs, de faire tout de suite le grand saut vers un bon championnat européen. C'est vrai que Lamine Camara, c'est peut-être la solution de facilité parce que Génération Foot, mais bon, on sait qu'il y a un partenariat avec le FCMS, que c'était probablement déjà calé avant même ce championnat d'Afrique des Nations. Mais des joueurs qui ont été révélés justement lors d'un CHAN et qui ensuite sont directement partis en Europe, j'en vois très peu. Il y a Bissouma, il y a Naïf Aguerd peut-être, mais on a plus, j'ai l'impression, des joueurs, je pense à Rahimi par exemple, le Marocain, pareil, qui est allé dans le Golfe, on a plus des joueurs justement qui se servent de cette qui ont cette vitrine du CHAN et qui, s'ils performent, vont du côté soit d'un très grand championnat en Afrique, soit du côté du Golfe ou de l'Asie. Il y a aussi les compensations, il y a aussi les compensations financières de la CAF vis-à-vis de certains clubs. C'est-à-dire que quand on utilise des joueurs de certains clubs, effectivement, il y a une compensation financière de la CAF. Il y a aussi cet aspect-là qu'il faut prendre en compte. C'est-à-dire qu'il y a des compétitions comme la CAN, lorsqu'elle se déroule, très peu de joueurs sont issus de clubs africains. Donc, par exemple, au Cameroun, lorsqu'il y a une compétition comme la CAN, il n'y a pratiquement aucun joueur qui est issu du football local. Pratiquement aucun. Et par moment. Ça, c'est une règle qui existe aussi au niveau de la FIFA. Hein. Par exemple, pendant la Coupe du Monde, tu as l'indemnisation des clubs, puisque les joueurs sont salariés des clubs, même pendant le temps de la Coupe du Monde, et ben, il y a une compensation. D'où la question comment est-ce que. Pareil pour voilà, d'où la question comment redistribuer une certaine compensation financière à certains clubs. D'où la création aussi de ce style de compétition où on a la garantie que les joueurs qui seront exclusivement issus du football africain, dont la compensation pourra se mettre en place. Alors que pendant la CAN, au Cameroun, par exemple, il n'y a quasiment aucun joueur. On a été obligé à un moment de quasiment mettre de joueurs dont on sait qu'ils n'ont pas le niveau, juste pour satisfaire certains clubs localement. Jéricho, si on devait faire un bilan là, du CHAN de la RDC, tu nous dirais quoi? Tout s'est joué sur le dernier match face au Maroc, là, perdu 3-1. Tu considères ça comme un gros échec ou finalement pas tant que ça? Non, pas tant que ça, mais même en réalité, tout ne s'est pas joué sur le match contre le Maroc. Je pense que c'est surtout l'entame contre le Kenya qui nous a vraiment plombé si on parle sportivement. Après aussi, bon, comme d'habitude avec nous, de toute manière, il y a eu des problèmes en amont aussi. Il y avait un stage qui était prévu en Algérie qui a été annulé. Donc, les joueurs n'ont pas eu une préparation optimale. Et ça a dû anticiper et faire un stage un peu à la va-vite en Tanzanie. Donc, il y a aussi des conditions aussi de préparation à cette compétition qui n'ont pas été bonnes. Mais après, une fois que la compétition a commencé, oui, c'est le match vraiment contre le Kenya qui peut laisser quelques regrets. Mais en soi, il n'y a pas de grande déception parce qu'en réalité, au vu du tournant qu'a pris le football congolais depuis pas mal d'années, et notamment le football local, on sait qu'on arrive dans cette compétition et qu'on n'a pas forcément d'aussi grandes ambitions qu'on a pu l'avoir par le passé, notamment avec la chute de niveau du championnat local et du TP Mazembe qui était le principal moteur de ce championnat-là. Donc on sait clairement qu'aujourd'hui, on a régressé et qu'on n'est pas du tout à la table des premiers et des favoris. Maintenant, dans la poule dans laquelle on était, je pense qu'il y avait clairement la place. Et le vrai match qu'il faut regretter, c'est surtout l'entame contre le Kenya et pas le match contre le Maroc. Oui, on avait eu Sébastien Desabre il y a quelques mois maintenant dans le podcast qui nous parlait du niveau effectivement en régression
du championnat congolais? C'est un problème de financement de club principalement? C'est même un problème d'organisation. Pour vous dire que là, actuellement, déjà, là, on est un peu en train de serrer les dents parce qu'il y a des problèmes avec la FIFA par rapport au championnat qui s'est arrêté 8 journées avant la fin. Le problème, c'est qu'il y avait le TP Mazembe qui avait mal commencé ses playoffs et qui commençait à remonter. Du coup, ils ont coupé le championnat en prétextant que le CHAN qui a actuellement lieu allait arriver. Donc, du coup, il fallait une préparation pour les joueurs pour ce CHAN-là. Sauf qu'en réalité, on se doute bien qu'il y a des combines politiques, vu que Moïse Katumbi, pour le rappeler rapidement, mais Moïse Katumbi, lors de la dernière présidentielle, était le principal opposant politique au président actuel. Et on rappelle que Moïse Donc, Katumbi est le propriétaire et président du TP Oui. Mazembe. Pardon, oui, voilà, c'est le propriétaire du club du TP Mazembe. Donc, voir que le TP Mazembe n'était pas dans les premières places qui offrent des qualifications pour les compétitions interclubs, ils ont coupé le championnat. Là, maintenant, TP Mazembe a fait un appel à la FIFA. La FIFA a demandé que le championnat reprenne, mais avec le CHAN, ce n'était pas possible. Donc, du coup, la fédération a saisi le TAS. Et là, on attend la décision, à savoir comment ça va se passer au niveau des champions, au niveau des clubs qui participeront ou pas aux compétitions interclubs. Donc là, actuellement, il y a un gros problème d'organisation. Il y a un gros problème aussi de moyens aussi également. Beaucoup de matchs qui sont soit reportés, soit annulés sur forfait parce que les équipes ne peuvent pas se déplacer. Il faut savoir que le pays est tellement grand qu'il y a certains qui n'ont pas les moyens d'aller jouer à l'autre bout du pays. Donc il y a tellement de soucis, même au niveau de la formation. Il y a vraiment un problème qui est global, qui était très longtemps caché par le succès du TP Mazembe, mais qui aujourd'hui nous revient à la figure et qu'on n'arrive pas pour le moment à gérer. Donc malheureusement, cette élimination au CHAN, elle n'est pas surprenante. C'est juste la résultante du mauvais travail et de la mégestion qui est faite depuis pas mal de mois maintenant. Ouais, et pourtant, pas mal de spécialistes du foot africain expliquent que s'il y a un pays qui a un potentiel joueur extraordinaire, c'est la RDC qui malheureusement est sous-exploitée. Bon, peut-être que ça fait partie de la légende maintenant, hein, mais... Oui, c'est ce que j'allais te dire, c'est que voilà, ça c'est la légende qu'on constitue un peu avec nous. Ah oui, c'est Claude Leroy. Claude Leroy maintenant, il le répète en boucle. Ça c'est vrai, il le dit tout le temps, c'est vrai. Bon, j'ai envie de le croire moi, mais après j'ai envie de dire que à un moment donné, on sait aujourd'hui que dans le football, le talent, il fait pas tout. Avoir des joueurs talentueux, jusqu'à aujourd'hui, malgré tous les problèmes qu'on a, des joueurs talentueux, moi, je peux vous en trouver. Mais la formation qui va avec, l'organisation, le professionnalisme et tout ce qui compose aujourd'hui le football actuel pour faire en sorte qu'un pays, qu'une nation et que des talents puissent performer, si tout ça n'est pas mis en place, vous n'allez pas avoir de résultats. Et nous, malheureusement, on s'est souvent caché derrière des clubs ou certains joueurs. Là, actuellement, notre équipe A, elle est composée quasiment exclusivement de binationaux. Donc, en réalité, tu composes avec des joueurs qui sont formés dans d'autres pays. Donc, voilà, la légende, elle est bien belle. Elle peut prêter à sourire de temps en temps. Mais après, quand on revient à la réalité, c'est pas ça qui va nous faire avancer. Et cette légende, Claude Leroy l'a utilisé, l'a dit dans tous les pays où il a été, au Cameroun. Ah, tu crois? Oui, il fait tout le temps. C'est du politiquement correct. Tu sais, sur le petit mercato RDC, j'ai vu que Tisserand avait signé en Australie, à Sydney. Oui, au Sydney FC, oui. Sydney FC. Voilà. Ça va. Ça pour une saison normalement. Oui, c'est un bon petit club. Hein. Je crois que. Alors, pour le coup, je n'ai pas vérifié, mais c'est pas le club qui est en partenariat avec City, je crois. Non. Alors, en fait, le club qui est partenaire avec City, c'est un club de Melbourne. Melbourne City. Ah, c'est Melbourne, ok. Non, le Sydney FC, c'est un club qui est pas vieux, qui a été installé dans la banlieue est de Sydney, banlieue un peu bourgeoise et tout. Enfin, franchement, ça va, il va avoir la belle vie. Voilà. Puis pas trop de pression sportive, ça va aller. Il l'avait déjà en Arabie Saoudite, de toute manière. Donc, là aussi, le fameux choix sportif. Voilà. Bon, après, c'est pas là-bas qu'il va gagner des fortunes, hein. Mais bon, c'est, on va dire, un choix de vie. Je te pose la même question, Mehdi, sur le parcours de l'Algérie dans ce CHAN. Est-ce que tu estimes que, allez, pour l'instant, tout va bien, ou est-ce que tu te dis, on n'exploite pas tout ce qu'on pourrait? Enfin, si tu devais faire un petit bilan, même si évidemment, tout dépendra de ce qui va se passer maintenant, mais enfin, jusque-là. Franchement, vu la préparation, puisqu'on a été rappelé au dernier moment, on a fait, vu que justement, ça manquait de médiatisation, ça manquait de grandes équipes ou d'équipes qui peuvent ramener du monde, la CAF a rappelé certains pays en faisant un petit tournoi qualificatif un peu vite. Même l'Algérie, elle a eu droit qu'à un seul tour, genre allez,
Genre venez, quoi, en fait. participer. Exactement. Donc du coup, on n'a pas eu vraiment de préparation. Et puis il y a toujours ce problème avec les joueurs qui partent au mercato. Et il y a un joueur, Boulbina, qui est le meilleur buteur du championnat, qui est parti finalement au Qatar. Donc du coup, il ne peut pas être là. Donc du coup, il a eu un peu de mal à composer Majid Bouguera. Et beaucoup de joueurs qui étaient aussi dans la saison s'étaient tirés jusqu'à mi-juillet, donc qui n'ont pas vraiment eu le temps de se reposer. Donc il a composé un groupe plutôt âgé. C'est pour ça qu'il n'y aura pas forcément de révélation de jeunes joueurs. Il y a 2-3 jeunes joueurs seulement qui pourraient éventuellement se révéler s'ils font de belles choses. Mais en gros, ce sont des joueurs qui ont plutôt 28-30 ans, donc 4 ou 5 qui ont déjà participé au dernier Chan. Donc c'est plus une équipe qui est là pour essayer de gagner. Hein. Donc d'ailleurs, on vient maintenant dans un tournoi en disant qu'on vient pour gagner. C'est un peu la mentalité de Majid, de Belmadi que garde un peu aussi avec lui Bouguera. Et donc il a gagné un tournoi important, la Coupe arabe de la FIFA il y a 2 ans. Il était finaliste du Chan il y a 2 ans aussi. Donc du coup tout ça, ça joue. Donc on est avec une idée de venir pour gagner, même si justement il y avait de belles choses. On a vu lors des 2 premiers matchs, notamment surtout le premier, on a gagné 3-0 contre l'Ouganda. Il y avait vraiment de très belles phases de jeu. Mais on voit que ça manque un peu de préparation. Et tout dépendra des adversaires qu'on aura sur le chemin. Bon alors, maintenant qu'on a dit tout ça, Hamza, la question est la suivante. Est-ce que le Chan a vraiment toujours un intérêt? Est-ce que toi, tu penses que cette compétition doit continuer, qu'on doit la développer, qu'on doit l'ouvrir, ou est-ce que tu te dis au final, ça provoque pas une passion démesurée, on voit pas les meilleurs? Enfin, quel est ton point de vue? Moi, je pense qu'elle doit perdurer. Je pense qu'on doit effectivement élargir définitivement cette compétition et intégrer tous les joueurs qui évoluent sur le continent africain, peu importe leur nationalité et peu importe leur localisation géographique au sein de leur club. Mais c'est une compétition qui doit exister parce qu'il faut sortir forcément du prisme des grands pays, ou en tout cas des pays qui performent sur la scène africaine en Coupe d'Afrique des Nations, qui vont en Coupe du Monde. Ce championnat d'Afrique des Nations, il est aussi, peut-être même surtout, pour des pays qui n'ont pas forcément l'habitude d'aller très très loin en Coupe d'Afrique. Ça peut justement leur donner du temps, de la possibilité. Oui, là par exemple, l'Ouganda, par développer. exemple, c'est parfait pour préparer la prochaine CAN pour Exactement. Et ces pays-là, que ce soit même des pays d'Afrique de l'Ouest, je pense, tu parlais de l'Ouganda, de la Tanzanie tout à l'heure. Là, le Soudan, en plus, qui sera aussi s'il se qualifie dans la poule de l'Algérie pour la Coupe arabe, ça fait partie justement des pays. En plus, le Soudan a une situation compliquée. On rappelle que les deux clubs, exactement, les 2 clubs évoluent dans le championnat de Mauritanie. Donc, ça peut aussi permettre de donner des dates FIFA, de donner pas mal de possibilités de développement justement à ces pays-là, à ces sélections-là. Moi, je pense que ça peut être que du positif. Après, effectivement, c'est pas, même si tu élargis à l'intégralité des joueurs qui évoluent sur le continent africain, je suis pas sûr que l'engouement, tu puisses vraiment le trouver autour de ce championnat d'Afrique des Nations un peu partout sur le continent africain. Mais c'est une compétition qui doit, à mes yeux, continuer d'exister. Jéricho, ton avis à toi? Moi, je suis assez d'accord avec Hamza sur la compétition en elle-même. Après, moi, j'ai mis un peu des réserves sur le fait d'aller chercher des joueurs qui jouent également dans d'autres championnats africains. Moi, j'aime bien cette formule où on valorise vraiment son championnat local. Après, je dis ça forcément, je prêche pour ma paroisse, hein, mais au Congo, nous, vu la régression qu'on a, j'aime bien aussi qu'on prenne aussi des bonnes claques, qu'on puisse avoir un retour à la réalité comparé à d'autres championnats, parce qu'on ne travaille pas assez et que le fait d'avoir aujourd'hui un championnat qui n'est pas assez bon, ça se retranscrit aussi bien dans les compétitions interclubs que maintenant dans le Chan. Et c'est ce qui peut un peu nous pousser à nous réveiller, à mieux travailler. Parce qu'aujourd'hui, si on avait élargi à tous les joueurs qui évoluent sur le continent, on serait parti par exemple chercher un Fiston Mayele qui est le meilleur buteur de la dernière Ligue des Champions et qui joue en Égypte. Il serait venu et il aurait été un peu l'arbre qui cache la forêt. Lui, comme d'autres, hein, il y a d'autres joueurs qui évoluent au Maroc, en Tanzanie aussi. Ouais. Donc, du coup, ça aurait été tellement l'arbre qui cache la forêt de se dire « Ah, mais non, mais regardez, même là, on est bon, même là, on arrive à faire un bon parcours. » Alors qu'en réalité, si on reste sur le côté local, on voit très bien que nos clubs, aujourd'hui, sont en difficulté, forment mal, n'ont pas forcément des très bons joueurs. Et même le TP Mazembe, c'est vraiment le moteur de notre football local à nous. Il est en pleine régression. Et qu'est-ce qu'il fait pour essayer de combler le gap qu'il est en train de creuser avec le Wydad, avec Al Ahly notamment? Il va aller chercher des joueurs au Sénégal, au Mali. On n'a plus cette structure d'équipe qui est 100% congolaise comme on a pu le voir par le passé. Et clairement, ça se montre sur tous les résultats, aussi bien de nos clubs que de notre sélection. Donc
moi, c'est vrai que j'aimerais bien, pour l'intérêt de la compétition en elle-même, que tous les joueurs qui évoluent sur le continent puissent y figurer. Maintenant, je trouve que c'est mieux de pouvoir avoir une structure beaucoup plus locale sur son propre championnat qui puisse nous permettre de mettre la loupe vraiment sur la qualité intrinsèque du championnat, du pays en lui-même. Et pas se cacher derrière des joueurs qui ont réussi à performer et qui sont partis s'expatrier un peu ailleurs. Mehdi, ton point de vue à toi Je pense qu'on peut couper la poire en deux et faire comme on fait au JO, comme on fait dans d'autres compétitions, prendre 3 joueurs extra, on va dire, qui pourraient évoluer dans d'autres championnats que le pays. Et ça n'aidera pas forcément que les pays du Maghreb, hein, ça aide aussi beaucoup de pays d'Afrique australe qui ont des joueurs qui jouent en Afrique du Sud. Je parle par exemple de la Zambie, Zimbabwe, etc. Et nous, évidemment, on a beaucoup de joueurs qui jouent en Tunisie et qui jouent en Égypte. Donc ça peut créer quelque chose de plus, et notamment beaucoup de joueurs, notamment ivoiriens, camerounais, qui jouent en Tanzanie, qui jouent au TP Mazembe. Ça permet quand même de valoriser un peu plus, d'apporter un peu plus de qualité de jeu, on va dire. Merci pour ces avis, les gars, c'est très intéressant. Alors, je renvoie, bien sûr, pour tout ce qui concerne le foot algérien, à DZ Foot, qu'on connaît bien dans l'after, et qui est le média de référence pour le foot algérien. Hamza, tu confirmes? C'est vrai, effectivement. Pour le foot algérien, il y a Hamza et DZ Foot. Non, il y a surtout DZ Foot. Et puis donc pour... Hamza, il fait de la très bonne pub pour le football algérien aussi. Et puis pour tout ce qui concerne l'actu du foot congolais, vous allez sur le compte joueurs congolais, vous pouvez avoir toutes les infos, mercato, les clubs, la sélection et tout. Donc là aussi... Jericho, bravo. Franchement, vous êtes bon. Hein. Ça m'avait beaucoup aidé à préparer les RDC que j'avais commenté, je crois, un ou deux peut-être 2 matchs de la dernière CAN. Donc bravo à vous. Oui, je t'avais écouté, très bon aussi, j'avais bien aimé. Vous êtes combien joueurs congolais à vous occuper des différents comptes et à bosser? Ah là, on est 4. Vous êtes 4, mais bon, là, on est un peu sur le pied de guerre parce qu'il y a quand même pas mal de mauvaises nouvelles, malheureusement pour nous, là, avec... tous les soucis d'organisation. Parce que d'ailleurs, tiens, je fais une petite parenthèse. Nos joueurs sont encore au Kenya à l'heure actuelle parce qu'il y a des problèmes d'organisation. Pour le rapatriement. Normalement, ils avaient 48 heures, je crois, pour quitter l'hôtel. Ouais, c'est bien ça. Ils devaient partir hier. Enfin, ils ont quitté l'hôtel d'ailleurs. Ils ont dû. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'avion pour les ramener au pays? Pour l'instant, non, là. Donc là, actuellement, ils sont toujours au Kenya en train d'attendre. Malgré l'élimination, ils sont obligés d'attendre encore. Avion qui doit être. Évidemment que c'est pas l'organisation qui paye. Là, c'est le Congo qui doit rapatrier ses propres joueurs. Ah non, c'est nous-mêmes. Là, ça n'a rien à voir avec la CAF ou avec l'organisation de la compétition. Là, c'est vraiment nous-mêmes qui sont en train de nous saborder une fois de plus. Donc bon, voilà, malheureusement, on a encore ces soucis-là qui perdurent chez nous, mais bon, en espérant les régler rapidement. Bon, espérons qu'ils sont bien logés au moins pendant ce temps-là. Merci Jericho, à très bientôt. Merci à vous. Bonne journée, à bientôt. Mehdi, merci également. Et toujours un plaisir. Un plaisir. Donc on se rappelle. Il n'y a pas de souci. Salut Mehdi, à bientôt. Ciao. Allez, on passe nous maintenant à l'actu camerounaise. Avec Total Énergie, vibrons ensemble sur RMC. Avec Edith Giscard-Nono, qui est là, journaliste camerounais et suiveur assidu de l'actu, notamment de la FECA Foot. Alors, on était au Cameroun, Edith Giscard était avec nous, d'ailleurs à Douala, il y a quelques mois maintenant, avec une salle à l'Institut français de Douala divisée entre pro et anti-Eto, il y avait de l'ambiance. Entre-temps, il s'est passé pas mal de choses. L'épisode de l'été, bien sûr, c'est la vraie fausse démission de Marc Brice. Donc je rappelle, la Fédé qui publie un document disant regardez, Marc Brice vient de démissionner. Donc tout le monde tiens, il a démissionné avec un courrier signé Marc Brice. Marc Brice dit mais pas du tout, j'ai pas du tout démissionné. Donc au final d'ailleurs on n'a jamais su d'où venait ce courrier. Non, de ce qui nous revient, il faut être clair là-dessus. Et donc il est toujours sélectionneur aujourd'hui. Hein. Il est toujours sélectionneur, mais de ce qui revient un peu grosso modo, effectivement, Marc Brice a été un peu agacé par le fonctionnement de son ministère de tutelle, qu'il semblait respecter au début, il semblait croire corps et âme, etc. C'est le ministre qui l'a embauché, qui l'a mis sélectionneur. Effectivement, il s'était mis dans un combat, dans une opposition vis-à-vis de la FECA Foot. Donc, lorsqu'il s'est rendu compte des réalités locales, parce qu'il semblerait qu'il ait eu des retards de salaire de quelques mois, il s'est rendu compte des réalités locales et cela semblait passer discrètement. Il aurait décidé de mener cette initiative et par ricochet informer la fédération, qui, de ce qu'on apprend, la fédération n'a pas immédiatement réagi. La fédération aurait laissé le temps
que le ministère puisse prendre ses responsabilités, mais ce qui n'a pas été fait par le ministère parce qu'il ne donnait pas un élan de considération véritable à cette information-là. Donc la fédération a pris sa responsabilité de communiquer de manière officielle de cette décision, de ce qui s'est passé. Sauf que, coup de théâtre, une fois que l'administration s'est rendue compte de l'information qui est sortie, qui n'a pas été contrôlée, elle a décidé de taper du poing sur la table et de mener une contre-information. Et puis, Mac Brice aurait reçu des pressions pour pouvoir se dédire, puisque derrière cela, il y a des médias très sérieux comme Jeune Afrique qui auraient contacté Mac Brice au moment de l'information, et Mac Brice a confirmé l'information. Donc après, curieusement, Mac Brice s'est dédié. Donc, on a bien compris ce qui se passe. En gros, il a pris un coup de fil du ministre en disant non, on va te payer ce qu'on te doit et tu vas te dire que tu démissionnes pas. Je résume bien? Oui, c'est ça, oui. Et que ce sont des ragots, et puis voilà. Donc, la fédération a été voilà, quoi. Donc là, dans cette histoire, ce serait injuste de crier la machination de la FECAFOOT. Non, moi, je ne suis pas spécialement supporter de X ou de Y, mais néanmoins, sur ce cas, je dois avouer que la fédération n'y est pour rien. Ça a été, voilà, elle a juste elle a été dans son rôle, tout simplement. Bah, en fait, le problème, c'est que dans un sens, ça l'arrangeait, puisqu'il y a ce conflit depuis des mois sur la nomination de ce sélectionneur qui n'a pas été faite par Samuel Eto'o, mais par le ministère. Donc, c'est pour ça qu'on a été vite en conjecture en disant bah, c'est bon, la FECAFOOT, ça les arrange bien, ils se débarrassent enfin du gars dont ils ne voulaient pas. Sauf que c'est pas si simple. C'est pas si simple, malheureusement. Bon, ça, c'était l'épisode de l'été. Maintenant, récemment, Samuel Eto'o est venu tenir un discours devant la presse, devant les élus de la FECAFOOT. Discours assez offensif, dont j'ai découvert pas mal d'extraits sur le compte X de Allez les Lions, qui a publié tout ça. On a fait un petit montage. Alors écoutez bien, parce que Samuel Eto'o, quand il veut envoyer la sulfateuse, il y va carrément. Hein. Donc on écoute. Un de mes anciens coéquipiers va à la télévision nationale, qui est devenue une télévision de sabotage, pour dire que comment Castelletto peut jouer arrière droit. Pourtant Castelletto, pendant pratiquement toute la saison en club, a joué arrière droit. Et tous vous étiez là comme des suiveurs, sans lire, comme si on vous avait aveuglé, peut-être par la couleur des billets qu'on avait mis à disposition. Quand le sélectionneur Rigobert était là, votre propre frère, vous ne l'avez pas laissé entraîner, créant des polémiques et contre-polémiques et encore des polémiques. Juste parce que vous n'aimez pas voir votre propre frère évoluer. C'est la seule raison pour laquelle vous l'avez fait. Voilà, bon là, c'est que les extraits, parce que ça continue, c'est un festival. Hein. Oh, c'est des coups de pression, voilà, des messages envoyés aux journalistes. Non, il y a beaucoup de vérités qui sont vraies. D'ailleurs, la dernière information. Sous-entendre que dans la première partie, là, qu'en gros, les journalistes sont payés pour dire certains trucs, bon, c'est un peu grave quand même. Excuse-moi. Bon. Tu peux pas sous-entendre que les mecs sont payés pour écrire ça, par exemple. C'est pas possible. Il dit clairement, vous êtes corrompus, les mecs. Bon, écoute, si il le dit, c'est que forcément, il y est ou bien il a été pour quelque chose à une période de sa carrière. Ça, c'est sûr et certain. Mais cependant, ce qui est probablement vrai, c'est qu'effectivement, localement, il y a certains qui jouent à ce jeu. Ça, c'est vrai, malheureusement. On n'en est pas fiers. On n'en est pas fiers qu'on en arrive là. Et je pense que tout cela déteint malheureusement sur l'ensemble de la coopération localement. Ceci étant dit, ça nous permet d'avancer sur un autre point qu'il a évoqué, notamment sur des aspects qu'on ne valorise pas assez. Eto'o, arrivé à la sélection camerounaise, il a pris l'initiative courageuse de faire nommer un local. Parce que ça a été des sujets... Rigobert Song, en l'occurrence. Oui, parce que longtemps, on a toujours pensé qu'il serait intéressant, il serait préférable d'avoir des expats pour occuper cette fonction. Je rappelle que le Cameroun a été champion olympique à Sydney en 2000 avec un entraîneur camerounais. Jean-Pierre Akono notamment, pour ne pas le citer. Et Rigobert Song était l'entraîneur de l'équipe A' lors du CHAN. Oui, c'était avant Eto'o, ça. Oui, avant Eto'o, ça s'était pas très bien passé, mais néanmoins, il avait déjà les pieds dans le cambouis. Donc, et Eto'o, elle est dans la continuité. Donc, ça, c'est un point à observer. Et Eto'o même allé jusqu'à lui donner un salaire similaire à celui d'un entraîneur expatrié. Je crois qu'il avait à peu près 30 000 € par mois, en tout cas déclaré, même si après, on a eu des couacs.
en termes de paiement, comme d'habitude. Mais cependant, Eto'o a ce mérite-là. Et il s'est avéré qu'effectivement, les résultats de Rigobert Song n'étaient pas très favorables. Deux fois, les choix tactiques n'étaient pas les plus appréciés. Mais néanmoins, la décision d'Eto'o était déjà celle-là, de le faire. Cependant, Eto'o, durant sa présidence, bon, il n'a pas été exempt de tout reproche. Hein. Il y a plein de choses qu'on peut lui reprocher, etc., etc. Mais cependant, ce qu'il faut reconnaître, c'est que ces derniers temps, il a retrouvé le sens du vent, c'est-à-dire que le sens, les faveurs de l'opinion. Et il y a aussi des... Ah oui. Oui, bien sûr, il faut le reconnaître. C'est-à-dire que Ah, après, ça, par exemple, quand on était à Douala, oui, c'était très chaud. C'était chaud. C'était très très chaud. La tempête Hmm. n'était pas dans son sens. Cependant, c'est beaucoup plus calme. Il a posé des actes. Par exemple, il y a un suivi du chantier de la Fédération camerounaise de football qui est en train d'évoluer considérablement. C'est pas une démarche, du moins, c'est pas un chantier qui vient de la présidence de Samuel Eto'o. C'est un chantier qui devrait être mené, que les fonds étaient alloués pour cela depuis X années par l'ex-président Iya Mohamed, qui est d'ailleurs malheureusement toujours en prison. Et Eto'o est le seul qui a mené, qui est dans la continuité de ce projet-là depuis X années et qui semble vouloir aboutir à la fin de ce projet, c'est-à-dire à ce que sorte de terre enfin le siège de la Fédération camerounaise de football, non pas ce que nous avons actuellement localement du côté de Yaoundé. Il faut dire que, mine de rien, et ça c'est vrai aussi, Gilbert, Eto'o a été victime d'énormément de tirs, à tort ou à raison, parce que lui-même il n'est pas irréprochable, ça c'est vrai. On peut parler de plein de cas, des antécédents qu'il a eu dans l'organisation, de son hyper... Là, il y a eu d'autres, les affaires récentes de matchs amicaux, où Eto'o est soupçonné d'avoir détourné l'argent reçu par les organisateurs de matchs amicaux à son profit. On a vu des documents circuler sur un match Cameroun-Mexique aux États-Unis, notamment un autre match contre la Russie. Oui, effectivement, ça c'est une information qui est aussi... qui a normalement fait les choux gras de la presse localement. Bon, je ne maîtrise pas les tenants et les aboutissants de cela. Tout ce que je confirme, effectivement, c'est que les fonds liés à cette rencontre n'ont pas cheminé dans les circuits normaux. Mais si, je ne me fais pas avocat de Samuel, mais je relate les faits. Mais j'ai envie de dire que s'il était coutumier des faits, ça se saurait. C'est-à-dire que voilà quoi. Depuis longtemps, il y a des compétitions amicales que le Cameroun organise. C'est la première fois que cela arrive. Pourquoi est-ce que cela est arrivé? J'ai écouté, je me suis rapproché de certaines personnes qui sont proches de la fédération, notamment de Samuel, qui ont donné des raisons selon lesquelles la Russie étant dans une situation un peu compliquée, il fallait trouver une alternative. Bon, est-ce que les raisons tiennent la route ou pas? Oui. Toujours est-il que... Bah, à ce moment-là, qui prouve qu'il a reversé l'argent dans les caisses de la Fédé. Après, c'est à lui de le faire. Effectivement, ces situations ne l'honorent pas. Il faut l'indiquer, il faut le déplorer. Cependant, on espère pour lui qu'il saura trouver une issue favorable parce que, au vu des polémiques qu'il y a au sein du football camerounais, à tort et à raison, malheureusement, ça ne va pas pour le meilleur des mondes. Effectivement. Bon, malgré tout, on souhaite au Cameroun de réussir ses campagnes de qualification. Le Cameroun sera à la CAN. Voilà. Oui, le Cameroun sera à la CAN. évidemment. Le Cameroun sera à la CAN. Gilbert, Maintenant, on verra si le Cameroun sera à la Coupe du Monde. bon, c'est pas impossible, mais on a une belle sélection, une belle génération qui est en train de se construire là avec Baleba, André, André Onana, tu vois. oui, André Onana, effectivement. Comment il va d'ailleurs? Parce que bon, il a quand même eu une saison compliquée Non, avec Manchester. vous savez, il a été. Manchester cherchait un gardien. Alors, aux dernières nouvelles, ils n'ont plus de sous pour acheter un gardien parce qu'ils ont déjà tellement dépensé. Écoutez, Gilbert, laissez-moi vous donner l'information tout de même. Je peux parler avec autorité du cas Onana. Vous savez, Vas-y. Onana a été victime, comme dans certains cas, énormément de sabotage, où certains, sur les réseaux sociaux, ont essayé de faire croire que Manchester ne voudrait plus de lui. Moi, j'ai eu la chance d'être à Manchester. Moi, j'ai eu la chance d'être au sein de ce club grâce à André Onana et de voir ce qui se passe réellement et de pouvoir parler de manière objective. C'est un joueur qui est très apprécié au sein de ce club. C'est un joueur pour lequel on constate, même les médias anglais, qu'il a souvent de mauvaises performances. Mais potentiellement, on lui donne toute la considération, le respect au sein du club. Cependant, à Manchester United, cette saison est une année charnière pour lui, dans ce sens que on considère que l'effectif sera beaucoup plus musclé, avec des joueurs de meilleure qualité. Et c'est à ce moment pour lui que on verra comment les choses vont se clarifier. Donc il a une année et cette année va être une année décisive pour lui à Manchester. Moi, en tout cas, je l'espère, où il va pouvoir confirmer tout le talent que l'on espère de lui. Les années précédentes, on ne peut pas lui faire porter le chapeau. Non, mais Onana, Elite, moi j'étais le premier quand il était à l'Inter où il a fait une saison extraordinaire à dire là, il fait partie vraiment des tout meilleurs. Ouais. Il est chapeau 1 des gardiens dans le monde et tout. Ouais. Et aujourd'hui, il faut reconnaître que. Alors, peut-être qu'effectivement, il n'y a pas la défense qu'il faut devant lui et tout. Enfin, tu as l'impression qu'il a régressé, le pauvre. Non, mais en dehors de cela, je suis entièrement d'accord avec toi, Gilbert. Ce que j'ai dit simplement, c'est que bien que ces résultats ne soient pas intéressants,
l'image qu'on veut lui faire porter est de dire qu'il serait le responsable des résultats catastrophiques de Manchester. Moi, ma position consiste à dire que non, c'est pas vrai. Il fait des résultats négatifs, il fait des performances qui ne sont pas terribles, qui sont plutôt moyennasse, j'ai envie de dire, mais néanmoins, ça reste, il n'est pas l'unique responsable de cette situation. Donc, c'est juste ça ma position. Cependant, avec un effectif complètement redoré, comme on est en train de voir Mbeumo et compagnie, tout ce qui arrive là, je pense que ce sera la saison où on va pouvoir tous admirer le véritable potentiel de Nana. Tu sais que je me suis fait allumer dans l'after parce que j'ai dit que Mbeumo, qu'est-ce que j'ai appelé comme expression? J'avais dit qu'il avait été le meilleur Camerounais ou le meilleur, je sais pas si j'ai dit africain ou Camerounais de l'étranger. Donc tout de suite on m'a dit ouais Salah, mais Mbeumo il fait une saison. Ouais, c'est vrai. Juste avant, sur Onana, tu t'en penses quoi toi de la situation? Moi, je pense qu'il n'est Hamza? pas mis dans le meilleur contexte, mais je pense que n'importe quel joueur aujourd'hui, peu importe le poste qui arrive à Manchester United, Difficile. Donc c'est tu accrédites pas... la thèse d'Eddie Giscard. Oui, voilà. Après, la question est de savoir si Onana, mais pour tous les autres joueurs de Manchester, s'ils vont pouvoir recréer un socle plus dans l'état d'esprit, quelque chose de plus sain autour de ce club. Parce que sportivement, quand on voit quand même cet effectif, il y a quand même des joueurs de qualité. On prend le cas de Casemiro, qui était un joueur excellent à Madrid, est devenu nul à Manchester. C'est pas le fruit du hasard. On a plein de cas comme ça à Manchester, malheureusement. Bon, Mbeumo par contre, là, grosse star camerounaise du moment quand même. Oui, je pense qu'il est dans le top 3 des meilleurs sportifs camerounais de cette année. D'ailleurs, il y a un prix qui va être remis lors d'un événement qui se prépare et peut-être qu'on en parlera au sein de Tout à l'after fait. de petites minutes. On va avec faire Gilbert. une petite pub dans quelques instants. C'est de la pub, tu penses? Ça reste Bah, je passe pas, Promotion. je passe de pas, la je, promotion, de la je- je communication. passe pas au service commercial, je te préviens, Gilbert. Il nous reste 5 minutes et on aime bien s'amuser dans notre podcast, donc on va profiter de ta présence. Avec cette question, certains auditeurs qui nous écoutent, s'ils sont en voiture, en train de faire leur, je sais pas, leur course, du sport ou quoi, ralentissez peut-être 2 petites secondes. Le Cameroun est-elle la sélection de référence numéro 1, si je prends l'ensemble de l'histoire du football africain? Est-ce que le Cameroun est numéro 1? Est-ce que le Cameroun est la sélection ultime africaine de l'histoire? Alors, je vais répondre. Euh, Oui, le Cameroun est une sélection qui a été impactante au sein du football africain, pour le football africain, pour la simple raison que internationalement, elle a énormément fait parler, elle a fait grandir le football africain. Et c'est grâce aux performances du Cameroun qu'aujourd'hui, on est passé de 5, je crois, on était à 3 en 90, je crois, on est passé à 5 nations participantes. Je veux dire le Cameroun 90 en Italie, Les performances qui ont suivi ensuite l'épopée 94. camerounaise. Effectivement, les épopées 90, 94, 98 aussi. Non, 94-98, le Cameroun ne se qualifie pas. Oui, mais la présence. Si, ils sont présents, mais ils sont sortis au premier tour. Oui, il faut sortir. Non, mais oui, Oui, je ne se qualifie pas. ok. Oui, bien sûr. C'est l'Italie, l'épopée au Mambique, Roger Mila, tout ça. Oui, mais tout ce que je veux, ce que je veux dire par là, c'est que la présence continue, voilà, du Cameroun a permis aussi de faire bouger les lignes. Makanaki, Canabique, etc. a permis de faire énormément bouger les lignes, de permettre à l'Afrique d'avoir enfin 5 pays qui représentent le continent africain à cette période-là. Je pense qu'aujourd'hui, on en a beaucoup plus, à 7, je crois. Donc tu veux dire On ça, va en avoir 9 déjà. pour la prochaine. Ouais, la prochaine. Le fait qu'ils aient participé, initié la présence africaine et montré la continuité et montrer la performance sportive, du football africain. Pour toi, ça en fait la sélection numéro 1. Non, je ne dis pas que ça en fait. Je dis que c'est un élément qui donnerait un sens à penser que le Cameroun, effectivement, est une sélection majeure. Si on regarde le palmarès. Non, c'est pas le Cameroun, c'est l'Égypte. Voilà. D'accord, l'Égypte, oui. Non, l'Égypte. Maintenant, si on revient dans le sens continental. Et si on se projette sur, allez, on va dire, les 10 dernières années, on peut dire que c'est le Maroc. Pourquoi le Maroc? Ce qu'ils ont fait au Qatar à la Coupe du Monde, c'est extraordinaire. La structuration du football marocain est extraordinaire. Globalement, c'est la puissance de ces dernières années du football africain. Bon, ça c'est... moi, je pense que c'est une vue de l'esprit. Parce que le Maroc, pour moi, c'est du one-shot. C'est très bien fait, mais ça reste du one-shot. Alors que le Cameroun... Quoi, tu veux dire, il faut qu'il gagne des CAN et tout? Oui, bien sûr, ça reste du one-shot. Le Cameroun, sur les années 90, a marqué le football africain considérablement. Et pas simplement dans le sens camerounais, mais il y a des joueurs qui sont sortis, qui sont illustrés. On peut parler de Roger Mila, qui sont des joueurs qui sont devenus légendaires. Dans la sélection que vous avez évoquée, le cas du Maroc qui est allé en quart de finale, en demi-finale récemment, il n'y a aucun joueur qui est un joueur légendaire africain, qui peut-être le deviendra. Je suis désolé. Hakimi, pardon.
Oui, Hakimi, oui, c'est j'ai failli parti, l'oublier. Oui, j'ai failli l'oublier. Désolé, mais Hakimi, voilà. oui, il est même déjà Hakimi. Exactement. Il est déjà Hakimi. Voilà, voilà, Giscard, tu reviens à la raison. Ça y est. Quand je suis pas d'accord, je suis dans la raison. Quand je suis pas d'accord, Hamza, si on te demande, toi, est-ce que le Cameroun est le pays de référence? Je trouve que le Cameroun, c'est l'hybride. C'est le pays qui combine à la fois les performances sur la scène continentale et sur la scène mondiale. On parlait tout à l'heure de l'Égypte. L'Égypte, le gros point noir aujourd'hui, c'est son manque de participation justement aux Coupes du Monde pour diverses raisons, même si sur la scène continentale, en Afrique, lorsque vous jouez l'Égypte, vous n'êtes jamais serein. On l'a vu ces dernières années. Et c'était aussi le cas pour le Cameroun lorsqu'il remporte la CAN en 2017, si je ne dis pas de bêtises. Le Cameroun arrive avec, en plus il y avait eu des polémiques, une dizaine de joueurs qui avaient refusé de jouer la CAN. Personne ne prend vraiment le Cameroun au sérieux et puis finalement petit à petit tu construis ton chemin jusqu'à la victoire. Ce sont des pays, le Cameroun, l'Égypte, le Nigeria sur la scène continentale. Aujourd'hui, lorsque tu les affrontes, peu importe la génération qu'ils ont, ça fait peur. Et ça, c'est quand même un vecteur, c'est quand même marquant, c'est quand même quelque chose. Ils ont pu illustrer, ils ont pu montrer aussi leur capacité individuelle dans les années 80, 90, 2000 en sortant des joueurs qui ont performé. Si on parle du Nigeria, les JJ Okocha, le Cameroun, on n'a pas besoin de... Il y en a des dizaines, c'est le cas pour beaucoup de pays finalement. Mais effectivement, le Cameroun aujourd'hui, entre ce qu'il y a eu en Coupe du Monde, et tu parlais justement de l'épopée en Italie évidemment, et de la conséquence, on parle beaucoup par exemple de l'Algérie 82, le match de la dernière journée, conséquence, tous les matchs de la troisième journée sont en même temps. Bah, pour le Cameroun, effectivement, 2 pays participants sur le continent africain en 90, 5 en 98. Donc c'est vrai que le Cameroun aujourd'hui, ça représente le juste milieu peut-être. Il nous reste quelques instants. Les infos du jour, Hamza, comme de tradition, tu voulais démarrer par un drame qui, malheureusement, secoue le football béninois. Oui, Razak Komotoyo aussi, qui est décédé à l'âge de 39 ans. L'ancien attaquant international béninois a été hospitalisé dans un hôpital à Lagos, au Nigeria, où il était retourné vivre. Deuxième meilleur buteur de l'histoire de la sélection. Effectivement, le joueur passé par Metz, par le Zamalek aussi, avait disputé 2 Coupes d'Afrique en 2008 et en 2010. Nouvelle récompense pour Mohamed Salah en Angleterre. Effectivement, meilleur buteur, meilleur passeur et désormais meilleur joueur de Première Ligue pour la saison 2024-2025. Salah qui a été récompensé par l'Association des joueurs professionnels d'Angleterre. 3e sacre individuel après les saisons 2017-2018 et 2021-2022. Et puis tu voulais finir par 2-3 infos transferts. Ouais, Néné Dorgelès à Fenerbahçe. Eric Bailly qui reste en Espagne du côté du Real Oviedo. Sébastien Haller qui retrouve Utrecht, mais de manière définitive. Et puis enfin Aminadli qui rejoint Bournemouth. Edith Giscard-Nono, merci d'être venu. Tu organises, en plus de tes activités de journaliste, un forum au mois de septembre en région parisienne. Donc, est-ce que tu peux nous en dire plus ? Oui, merci Gilbert de me donner la parole par rapport à cela. C'est effectivement un forum international de la diaspora africaine et en particulier camerounaise, n'est-ce pas, pour de promouvoir nos diasporas et culturellement, pas seulement culturellement, et même dans tout ce qui est initiative financière, tout ce qui s'ensuit. Puisqu'on nous sommes dans une émission sportive, on va juste faire la corrélation entre ce forum et tout ce qui est lié au sport. Il y aura de nombreuses tables rondes, notamment 7, dont une d'entre elles sera exactement la reconversion et investissement, le pari des anciens sportifs. Et pour cette table ronde, nous avons quand même des internationaux que vous connaissez tous, notamment Aurélien Chidjou qui sera présent, Benjamin Moukandjo également, Guy Moussi qui était en Première Ligue, et Stéphane Mbia également. Et en basketball, nous aurons Victor Sapnik, donc qui est un basketteur de proie. C'est où Ce sera au Plessis-Robinson le samedi 20 septembre. D'ailleurs, Gilbert, je tiens à le dire ouvertement, vous êtes attendu, et pas que vous, avec Daniel Riolo. Et on attend votre réponse en direct sur les antennes de RMC. Alors Gilbert, à vous la parole. Le 20 septembre au Plessis-Robinson. Est-ce que Gilbert Bribois sera à cet événement? Les auditeurs attendent votre réponse. C'est possible. Très bien, on a la réponse de Gilbert. On attend aussi tous ceux qui seront à l'écoute pour ce forum international. Tu as un site Oui, effectivement, ensemblebacom.com, parce que le concept, c'est Ensemble-Bacom. C'est un forum international de la diaspora. Back home en 2 mots. Retourner à la maison. Effectivement, en 2 mots, c'est exactement ça. Merci Gilbert. Merci Edith Giscard-Nono d'être venu. Merci Hamza. On se retrouve très vite pour un nouveau podcast After Afrique. RMC After Afrique.